Vous avez déjà remarqué que certaines personnes ne vous manquent pas de respect d'un seul coup, elles vous testent. Un commentaire, une légère ironie, une provocation déguisée, et ensuite, ce qu'elles observent vraiment, ce n'est pas ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez fait. C'est là que le jeu commence. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 9 attitudes stoïciennes qui changent complètement la façon dont vous vous positionnez dans ces situations. Non pas pour mieux réagir, mais pour ne pas tomber dans le jeu dès le début. Le stoïcisme enseigne une vérité simple et difficile à ignorer. Vous ne contrôlez pas ce que l'autre fait, mais vous contrôlez à quel point cela vous affecte. Et c'est exactement cela qui sépare celui qui est malmené de celui qui sait s'imposer. Parce que quand vous ne vous positionnez pas, le manque de respect ne fait pas que continuer. Il prend de la place. Et quand il prend de la place, il devient une habitude. Ces attitudes sont directes, pratiques et applicables. Ce ne sont pas des idées à garder pour plus tard. Ce sont des décisions à utiliser au moment même où cela arrive. Alors avant de commencer, faites un choix simple. Pendant que vous regardez, arrêtez d'être d'accord automatiquement. Et commencez à remarquer où vous vous expliquez trop, où vous cédez trop vite, où vous acceptez ce qui vous dérange déjà. Parce que c'est exactement par là que le manque de respect entre. Et à partir d'ici, il ne s'agit plus seulement de comprendre. Il s'agit de couper ce schéma au moment exact où il apparaît. Attitude 1. La froideur du choix. Celui qui te manque de respect veut rarement seulement parler. Il veut te mesurer. Il veut voir jusqu'où va ta réaction, comme quelqu'un qui craque une allumette en attendant que le feu monte, parce qu'au fond, ce n'est pas à propos de ce qui a été dit, c'est à propos de ce que cela provoque en toi. C'est pour ça que, dans bien des cas, le manque de respect ne commence pas par une insulte, il commence par un test, petit, presque déguisé, comme quelqu'un qui pousse une porte pour voir si elle s'ouvre. Et c'est exactement là que la froideur du choix prend tout son sens. Être froid, ce n'est pas ne rien sentir, c'est ne pas bouger avant d'avoir compris le jeu. Pendant que l'autre attend un mouvement, toi tu restes. Pendant que l'autre attend une explication, toi tu mets fin à la scène. Et quand tu n'entres pas dedans, le rythme se casse. Pense à une porte fermée à clé. Peu importe le nombre de fois où quelqu'un pousse, elle ne discute pas, elle ne négocie pas, elle n'essaie pas de convaincre, elle reste simplement fermée. Et c'est justement cela qui empêche l'invasion. Le respect fonctionne comme ça. Soit tu le tiens, soit tu le perds. Maintenant, imagine la scène. Quelqu'un lâche une remarque déplacée devant toi, avec d'autres personnes autour, en attendant le moment où tu vas réagir, te justifier, t'expliquer, t'embrouiller. C'est là que presque tout le monde se trompe. On parle trop, on explique trop, on essaie de corriger son image sur le champ. Et dans ce mouvement, on donne exactement ce que l'autre voulait. Un accès émotionnel. Mais quand tu réponds avec quelque chose de simple comme « je ne vais pas entrer là-dedans » ou « c'est mon choix », tu changes tout le jeu, parce que la phrase est courte, mais elle ferme la porte. Et une porte fermée, ça ne se discute pas. Elle coupe court au sujet, elle ne nourrit pas la provocation, elle n'ouvre aucun espace pour la suite, et celui qui attendait une réaction se retrouve sans terrain. Le manque de respect a besoin d'ouverture pour grandir. Il a besoin de ta précipitation, de ton besoin d'être compris, de ton envie de prouver que tu as raison, parce que c'est ça qui maintient la conversation en vie. Quand tu coupes cela, la provocation meurt vite, comme une flamme sans air. Elle existe encore une seconde, mais elle ne tient pas. Je l'ai compris dans des choses simples. J'étais le genre de personne qui s'expliquait toujours, même quand la question arrivait déjà chargée, même quand il était clair qu'il n'y avait aucun intérêt à comprendre, seulement à envahir. Et plus j'expliquais, plus la conversation s'étirait, plus l'autre se sentait en droit de continuer, comme si chaque réponse était une autorisation. Jusqu'au jour où j'ai arrêté. Si quelqu'un me posait une question intrusive, je ne me justifiais plus. Je répondais à l'essentiel et je mettais fin à l'échange. Parce que ça a du sens pour moi. Et c'est tout. Au début, le silence après ça dérangeait. On avait l'impression qu'il manquait quelque chose, mais il ne manquait rien, c'était la limite qui prenait forme. L'objectivité fait exactement cela. Elle retire l'accès. Elle montre que tu n'es pas disponible pour transformer ta vie en espace ouvert à n'importe quelle opinion. Et il y a quelque chose d'encore plus fort là-dedans. Celui qui parle trop pour être accepté montre une dépendance. Celui qui dit l'essentiel montre une décision. Et cela change complètement la façon dont on te perçoit.
Parce que celui qui a déjà décidé à l'intérieur n'a pas besoin de convaincre à l'extérieur. Ce n'est pas une froideur vide, c'est une économie d'énergie. Tu peux être poli et ferme en même temps, tu peux garder un ton propre et, malgré ça, faire comprendre qu'il existe une frontière. Et une frontière visible n'est pas testée 2 fois. Beaucoup de gens confondent cela avec de la grossièreté, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir quelqu'un qui ne s'explique pas tout le temps. Mais il y a une différence claire. La grossièreté perd le contrôle, l'objectivité le garde. La grossièreté attaque, l'objectivité clôt. Et celui qui clôt définit l'espace. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de traiter chaque provocation comme quelque chose qui exige une réponse complète. Et avec le temps, cette posture cesse d'être un effort et devient une norme. Les gens commencent à remarquer que tu n'entres pas dans n'importe quel jeu, que tu ne te justifies pas pour n'importe quoi, que tu ne bouges pas pour n'importe quelle provocation. Et quand cela devient clair, le respect s'ajuste. Être direct, ce n'est pas parler peu, c'est dire ce qu'il faut, et s'arrêter, c'est savoir que ta paix vaut plus que le fait de gagner certaines conversations. C'est ne pas transformer chaque attaque en débat. C'est choisir de ne pas entrer. La froideur du choix se résume à cela. Tu décides où la conversation se termine, avant même qu'elle ne commence à te consumer. Et il existe une manière simple de commencer à l'appliquer maintenant. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de t'entraîner dans une explication inutile, réponds en une phrase et n'ajoute rien ensuite. Ni complément, ni justification, ni tentative d'améliorer la réponse. Laisse le silence fermer ce que tu as ouvert, parce que c'est dans cette coupure que tu comprends ce qu'est la vraie froideur. Ce n'est pas mieux réagir, c'est ne pas prolonger ce qui ne mérite pas de continuer. Et quand tu apprends cela, tu es prêt pour le niveau suivant. Ne pas livrer ta réaction. Attitude 2. Ne livre pas ta réaction. Tu as déjà appris à choisir ce que tu dis. Maintenant, tu dois apprendre quelque chose d'encore plus décisif. Ne pas livrer ce que tu as ressenti. Parce qu'il existe quelque chose qui vainc les esprits non entraînés plus vite que la logique. L'impulsion. Réagir sous l'impulsion peut soulager sur le moment, mais cela aggrave presque toujours la suite. Il existe des personnes qui semblent se mettre devant toi exprès, non pas pour aller plus vite, mais pour voir comment tu réagis. Je l'ai perçu de manière très claire, au sein même de ma propre famille. J'avais un proche qui, chaque fois que la conversation allait un peu plus loin, lâchait des remarques qui semblaient faites sur mesure pour m'atteindre. Ce n'était pas un cri, ce n'était pas une insulte, c'était de la précision. Ce genre de phrase qui arrive avec un léger sourire, mais chargée d'intention. Quelque chose comme « Tu crois encore que ça va marcher ?» ou « Tu compliques toujours les choses, hein ?» Et après la phrase venait le silence. Et avec lui, le regard, ce regard qui ne veut pas une réponse, il veut une réaction. Pendant longtemps, j'ai fait exactement ce qu'on attendait. Je répondais tout de suite. J'essayais de m'expliquer, de corriger l'image, de défendre ma décision. Et sans m'en rendre compte, j'entrais dans le jeu. Le ton montait, l'atmosphère devenait lourde, et à la fin, la sensation était toujours la même, l'usure. Comme si j'avais été entraîné dans une discussion qui n'était même pas la mienne, jusqu'au moment où, dans une de ces scènes, quelque chose a changé. La remarque est tombée sur le même ton que d'habitude, la provocation était là, claire, en attente d'une réponse. Mais cette fois, je n'ai pas répondu à la même vitesse, je me suis arrêté une seconde, j'ai respiré, j'ai observé. Et quand j'ai parlé, c'était différent. Sans précipitation, sans charge émotionnelle, j'ai simplement dit « peut-être ». Rien de plus, sans défense, sans explication, sans confrontation. L'effet a été immédiat. La personne est restée sans réaction. Elle a essayé de lancer un autre sujet. Elle a ri d'une manière un peu gênée, comme quelqu'un qui comprend que sa tentative n'a pas fonctionné. Et là, quelque chose est devenu clair, quelque chose qui change complètement la façon dont tu te positionnes. Celui qui provoque n'est pas préparé à ton calme, il est préparé à ton désordre intérieur. La tranquillité casse le scénario. Quand tu réagis sous l'impulsion, tu entres dans le rythme de l'autre. Quand tu ralentis, c'est toi qui imposes le rythme. Et cela change toute la dynamique, parce que la provocation fonctionne comme une étincelle. Elle a besoin d'une réponse rapide, d'émotion, d'intensité pour devenir incendie. Mais quand elle rencontre quelqu'un qui n'accélère pas avec elle, qui ne s'explique pas, qui n'essaie pas de gagner la discussion, elle s'éteint toute seule. Non pas parce que tu as gagné,
mais parce que tu n'as pas nourri. Beaucoup de gens pensent que la force, c'est répondre tout de suite, avoir des arguments, répliquer, gagner dans le discours. Mais en pratique, ce n'est presque toujours qu'une réactivité bien formulée. La vraie force consiste à choisir quand répondre et surtout quand ne pas répondre. C'est percevoir le mouvement et ne pas l'accompagner. Parce qu'au fond, c'est la question qui change tout. Cette personne veut comprendre ou elle veut me déstabiliser. Quand tu commences à voir cela, quelque chose change en toi. Tu arrêtes de traiter toute provocation comme quelque chose qui doit être résolu. Et tu commences à la traiter comme quelque chose qui peut simplement être ignoré en conscience. Et voici le point central. La tranquillité n'est pas l'absence de réaction, c'est le contrôle de la réaction. Tu restes présent, tu continues à percevoir, tu restes ferme, mais tu ne te livres pas à l'impulsion. Et cela dérange profondément celui qui essaie de te provoquer. Parce que ces personnes dépendent de ta réaction pour soutenir leur propre comportement. Quand elle ne vient pas, le jeu perd son sens. Avec le temps, cela devient une norme. Tout le monde commence à remarquer que tu ne t'énerves pas facilement. Que tu n'entres pas dans n'importe quelle discussion, que tu ne réponds pas à tout ce qui est dit. Alors ton environnement change, le ton change, la façon dont on te parle change. Les limites deviennent plus claires sans que tu aies besoin de les annoncer. Alors garde ceci, toute provocation n'exige pas une réponse. Parfois, la réponse la plus forte, c'est le temps que tu prends avant de parler, ou la décision de ne rien dire du tout. Et comme l'a dit Aristote, n'importe qui peut se mettre en colère, c'est facile. Mais se mettre en colère contre la bonne personne, à la bonne mesure, au bon moment, pour la bonne raison et de la bonne manière, ce n'est pas facile. C'est la différence entre réagir et répondre. L'un est impulsion, l'autre est choix, et celui qui choisit ne s'expose pas. À la prochaine provocation, cela peut être une phrase déplacée, une remarque ironique ou même un message, ne réponds pas à la même vitesse. Attends 30 secondes, casse l'impulsion, et si tu décides de répondre, fais-le sans charge. Court, froid, sans expliquer. Parce que contrôler le temps de la réponse change déjà le résultat. Attitude 3. La souveraineté intérieure. Quand le bruit du dehors diminue, ce qui apparaît, ce n'est pas le monde, c'est ton point d'appui. Et là, cela devient clair. Celui qui dépend tolère. Celui qui peut partir choisit. Je l'ai perçu très clairement dans le milieu du travail. Il y a eu une période où j'étais dans un endroit où rien n'était explicitement irrespectueux, mais tout indiquait un manque de considération. En réunion, par exemple, je parlais, je donnais une idée, j'expliquais un point, et le sujet passait simplement. Personne ne réagissait, personne ne commentait. C'était comme si je n'étais pas là. Quelques minutes plus tard, une autre personne disait pratiquement la même chose. Et là arrivaient les hochements de tête, les « ça a du sens », les compliments. Et le plus étrange, ce n'était pas ce que faisaient les autres, c'était ce que je faisais moi après cela. J'augmentais l'effort, je parlais davantage, j'expliquais mieux, comme si la valeur était quelque chose que je devais encore prouver. Et c'est exactement ici que beaucoup de gens se perdent. Parce que quand tu dépends, que ce soit d'un environnement, d'une relation, d'une validation, tu commences à accepter des choses que dans une autre situation tu n'accepterais pas. Tu tolères de petits manques de respect. Tu t'ajustes plus que tu ne devrais. Tu essayes de compenser le comportement de l'autre par encore plus d'efforts de ta part. Et les gens le remarquent, pas toujours de façon consciente, mais ils le remarquent. Ils remarquent quand tu as besoin de rester. Ils remarquent quand tu n'as aucune marge de sortie. Et quand cela devient clair, le respect commence à diminuer, parce que celui qui ne peut pas partir est testé. Le tournant pour moi n'est pas venu de la confrontation, il est venu du mouvement. Je n'ai pas fait de discours, je n'ai convoqué personne pour parler. Je n'ai pas essayé d'imposer le respect par la force. J'ai commencé à réduire la dépendance. J'ai commencé à développer d'autres possibilités ailleurs, à investir dans des compétences qui ne dépendaient pas de cet environnement, à créer des alternatives qui me donnaient le choix. Et quelque chose de curieux s'est produit avant même qu'un résultat extérieur n'apparaisse. Mon comportement a changé, j'ai arrêté de trop m'expliquer, j'ai arrêté d'essayer d'être entendu à tout prix, j'ai arrêté de montrer cette urgence silencieuse d'être reconnu. Et naturellement, l'environnement a commencé à réagir autrement. Mes collègues ont commencé à m'écouter davantage, les interruptions ont diminué et mon niveau d'importance au sein de l'équipe a augmenté. Non pas parce que quelqu'un a soudain décidé de me respecter, mais parce qu'il est devenu évident que je n'étais pas prisonnier.
et cela change tout. La souveraineté intérieure, ce n'est pas dire « je n'ai besoin de personne », c'est ne pas avoir besoin de te diminuer pour rester. C'est savoir que si quelque chose ne te convient pas, tu peux avancer. Si quelqu'un ne te respecte pas, tu n'es pas obligé de rester. Si un environnement te diminue, tu n'as pas à te modeler pour y entrer. Et quand tu portes cela en toi, tu cesses d'accepter des miettes. Tu ne mendis pas l'attention, tu ne négocies pas ta dignité, tu ne t'ajustes pas pour éviter de perdre ta place. Tu choisis. Et celui qui choisit ne se soumet pas. C'est cette partie-là qui déstabilise celui qui essaie de te manquer de respect, parce que ces personnes comptent sur ta dépendance, comptent sur ta peur de perdre, comptent sur ton besoin d'approbation pour avancer, comptent sur toi pour faire des efforts afin de plaire tout le temps. Quand cela n'existe pas, elles perdent le levier. Et sans levier, il n'y a aucune pression qui fonctionne. La souveraineté intérieure, au fond, ce n'est pas l'isolement, c'est la liberté. C'est savoir que tu peux marcher avec quelqu'un, mais que tu n'as pas besoin de te traîner pour qui que ce soit. Et quand cette sécurité devient visible, le respect cesse d'être quelque chose que tu dois demander et devient quelque chose que l'autre comprend qu'il ne peut pas ne pas offrir. Maintenant, je te propose un test silencieux dès aujourd'hui. Prends une conversation en suspens. Cela peut être un email, un message sur WhatsApp, quelque chose auquel tu répondrais normalement, en expliquant trop, en essayant de plaire ou de prouver ta valeur. Et fais l'inverse. Réponds seulement à l'essentiel et arrête-toi. Ne justifie pas au-delà du point. N'essaie pas de convaincre. Ne cours pas après la validation. Laisse la réponse courte, directe, fermée. Et observe ce qui se passe quand tu ne t'étends pas pour être accepté. Parce que c'est à ce moment-là que tu comprends, en pratique, ce qu'est la souveraineté. Ce n'est pas faire plus pour être accepté. C'est arrêter de t'étirer pour être validé. Attitude 4. Le langage du silence. Tout affrontement ne commence pas avec des mots. Certains commencent avec une attente. C'est comme quand quelqu'un lance quelque chose en l'air et reste là à attendre que tu le ramasses. Une provocation, une pique, une remarque déplacée et juste après cette courte pause presque imperceptible pendant laquelle l'autre reste là à attendre que tu complètes le mouvement. L'erreur de la majorité est automatique. Attraper, répondre, expliquer, réagir, renvoyer et sans s'en rendre compte, accepter le jeu que ce n'est même pas toi qui as commencé. Tu entres et l'autre ne fait qu'observer. Je l'ai compris dans une situation simple mais très révélatrice. Je parlais avec quelqu'un de proche, dans un moment apparemment tranquille, jusqu'à ce que la conversation tourne. Sans avertissement direct, une phrase chargée de jugement est tombée, de celles qui ne sont pas criées, mais placée avec précision. Quelque chose comme « tu fais toujours ça, hein ?» Ce n'était pas une question, c'était une provocation déguisée, et comme cela arrive presque toujours, après la phrase est venu le silence. Mais pas un silence neutre, un silence qui pousse, qui presse, qui t'appelle à réagir. Pendant longtemps, je remplissais cet espace, je m'expliquais, j'essayais de prouver le contraire, je défendais ma position comme si ma vérité en dépendait. Mais à ce moment-là, j'ai fait quelque chose de différent. Je n'ai pas complété le mouvement. Non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que j'ai compris que toute réponse, dans ce contexte, ne ferait qu'alimenter le jeu. Alors je suis resté en silence, en soutenant le regard dans un silence total, et quelque chose de curieux s'est produit. La personne a essayé de reformuler ce qu'elle avait dit. Elle a essayé de s'expliquer. Elle a changé de ton, elle est revenue en arrière, elle a adouci ses paroles, comme quelqu'un qui comprend qu'il n'a pas trouvé ce qu'il attendait de l'autre côté. Et là, quelque chose est devenu clair, quelque chose qui change complètement la façon dont tu te positionnes. Le silence ne met pas seulement fin à la conversation, il rend le poids à celui qui l'a posé. Parce que quand tu réponds, tu partages l'impact, mais quand tu te tais en conscience et que tu soutiens le regard, l'autre reste seul avec ce qu'il a dit et cela expose. Dans le stoïcisme, le silence n'est pas absence de réaction. C'est le choix de ne pas réagir au mauvais niveau. Comme l'a enseigné Épictète, qui est invincible? Celui qui ne peut être troublé par rien d'autre que son propre choix rationnel. Cela signifie que tout ce qui essaie de t'atteindre ne mérite pas une réponse, que tout ce qui te provoque ne mérite pas une continuité, parce qu'il existe une très grande différence entre ne pas savoir répondre et choisir de ne pas répondre.
La plupart des gens vivent en essayant de remplir le silence. Ils essaient de contrôler ce que l'autre pense d'eux. Mais celui qui comprend le silence l'utilise autrement. Il l'utilise pour observer. Il l'utilise pour ne pas renforcer l'erreur de l'autre. Il l'utilise pour ne pas s'engager dans un jeu qui n'a aucun sens. Et surtout, il l'utilise pour ne pas se perdre. Il existe une phrase attribuée à Rumi qui dit « Le silence est le langage de Dieu, tout le reste n'est que traduction ». Le silence révèle ce que les mots essaient de cacher. Il révèle l'intention, il révèle l'inconfort, il révèle la limite. Et par-dessus tout, il révèle la présence. Parce que rester en silence face à une provocation, ce n'est pas s'effacer, c'est refuser l'invitation. C'est ne pas collaborer avec ce qui ne mérite pas de continuer. C'est dire, sans le dire, cela ne me fait pas bouger, cela ne me définit pas, et je ne vais pas soutenir cela avec mon énergie. Et peu de choses sont plus déstabilisantes que quelqu'un qui ne réagit pas comme prévu. Quand il devient clair que tu n'as pas besoin d'entrer dans n'importe quelle dynamique pour prouver ta valeur, le respect autour de toi commence à se réorganiser. Alors garde ceci, le silence n'est pas du vide, c'est du contrôle. Et la prochaine fois que quelqu'un essaiera de t'entraîner dans une réaction, essaie de ne pas compléter le mouvement. Tiens, observe et n'entre pas. Parce que celui qui domine le silence n'a pas besoin de gagner des discussions. Il en est déjà sorti avant même qu'elles commencent. Attitude 5. La direction de l'esprit. Un focus absolu sur ce qui compte. Après avoir appris à ne pas réagir et à utiliser le silence, la question cesse d'être « qu'est-ce que je dois répondre ?» et devient « qu'est-ce qui mérite réellement mon attention ?» Ton esprit cesse d'être une lentille floue qui capte tout et en même temps ne montre rien avec clarté. Il s'ajuste, coupe l'excès et ne laisse visible que ce qui mérite de rester. Ton espace mental devient précis, tes actions coupent le bruit et ta routine révèle exactement ce qui mérite ton attention. Les stoïciens défendaient ce focus avec une vérité simple et en même temps brutale. Quand tout est important, rien n'est prioritaire. Je l'ai perçu de façon très claire dans un moment simple, mais qui m'a marqué, c'était un dimanche, de ceux qui sont rares, où tout le monde est réuni. Conversation légère, rire, de la nourriture sur la table, ce genre d'ambiance qui n'arrive pas souvent. Mais même là, j'avais mon téléphone à la main, je répondais à des messages. Je regardais des choses qui n'étaient même pas urgentes. Je passais d'une distraction à l'autre. À un moment, quelqu'un m'a parlé et je n'ai même pas vraiment entendu. On m'a redemandé mon attention, j'ai répondu rapidement, sans présence, et je suis retourné à l'écran. Et c'est là que j'ai compris. J'étais physiquement présent, mais complètement absent. Et l'absence, ce n'est pas la distance, c'est le manque d'attention. Et c'est là le point que presque personne ne perçoit. Quand tu ne définis pas de priorité, n'importe quoi prend ta place, y compris le manque de respect, parce que celui qui envahit ton espace, celui qui te provoque, celui qui essaie de te déstabiliser, ne teste pas seulement ta réaction. Il mesure à quel point ton esprit est libre pour être occupé, disponible émotionnellement, disponible mentalement, disponible énergétiquement. Et quand tu es dispersé, tout entre. Mais quand tu définis ton focus, presque rien ne passe. J'ai commencé à faire quelque chose de simple. Dans les moments importants, je rangeais le téléphone. Je ne le laissais pas à côté, je ne regardais pas juste une seconde. Je me retirais simplement de la distraction. Et l'effet a été immédiat. Les conversations sont devenues plus profondes, les moments plus vivants et surtout, ma présence a changé. Parce que la présence, ce n'est pas être à un endroit, c'est ne pas être ailleurs. Et quand tu commences à vivre ainsi, quelque chose de très important arrive. Tu cesses d'être accessible à tout. Et cela, à lui seul, coupe déjà une grande partie du manque de respect. Parce que le manque de respect a besoin d'espace, a besoin d'attention, a besoin de ton esprit disponible pour être affecté. Sans attention, il ne tient pas. C'est ici qu'entre une vérité simple mais puissante, dire non à ce qui n'a pas d'importance, est l'une des formes les plus claires de respect de soi. Non aux distractions, non aux conversations vides, non aux personnes qui n'apparaissent que pour prendre, jamais pour ajouter. Et chaque non que tu tiens renforce un oui silencieux pour ce qui construit réellement ta vie, ta paix, ton temps, tes vraies relations, ta croissance. Et comme l'a dit Marc Aurèle, nous perdons du temps à nous inquiéter de beaucoup de choses, alors que seules quelques-unes comptent vraiment.
Le problème n'a jamais été le manque de temps, c'était le manque de coupe, le manque de décision sur ce qui reste et ce qui sort. Quand tu comprends cela, tu deviens la personne qui cesse de réagir à tout et commence à choisir où mettre son énergie. Et ce choix change la manière dont le monde te répond. Tu cesses d'être remarqué comme quelqu'un qui est disponible tout le temps. Et tu commences à être perçu comme quelqu'un dont l'attention n'est pas facile à obtenir. Ton temps commence à avoir de la valeur. Et, naturellement, les gens commencent à mesurer davantage ce qu'ils disent, la façon dont ils le disent, et même si cela vaut la peine d'essayer de dépasser tes limites. Parce que celui qui vit avec des priorités n'a pas besoin d'imposer le respect tout le temps. Sa simple posture le fait déjà. Alors, garde ceci. Ce que tu priorises grandit. Et ce que tu ne coupes pas te consume. Si tu laisses de l'espace à la distraction, elle domine. Si tu laisses de l'espace à la provocation, elle se répète. Mais si tu laisses de l'espace à ce qui compte vraiment, ta vie s'organise. Maintenant, je t'invite à mettre cela en pratique, dès aujourd'hui. Choisis un moment de ta journée. Cela peut être une conversation, une rencontre, une tâche importante, et élimine le reste. Sans téléphone, sans distraction, sans partager ton attention. Sois entier. Parce que le focus, ce n'est pas faire plus, c'est arrêter de te disperser. Et écris ici dans les commentaires, comme un engagement envers toi-même, je choisis mon focus. Attitude 6. La zone de tolérance 0. Se concentrer sur ce qui compte, c'est comme prendre soin d'un terrain. Mais cela ne sert à rien de bien planter si tu continues à laisser n'importe qui marcher là où il ne doit pas. C'est pour cela que l'attitude 6 est la plus directe. Ne négocie pas tes limites. Parce que, bien souvent, le manque de respect ne commence pas à l'extérieur. Il commence quand tu laisses passer. Je l'ai perçu dans une période de ma vie où je disais « oui » à presque tout. Non par conviction, mais pour éviter les conflits, pour ne pas paraître difficile, pour ne déplaire à personne. Au début, on aurait dit que cela maintenait tout en équilibre. Les relations coulaient, l'ambiance restait légère, personne ne se plaignait. Mais quelque chose a commencé à changer, non pas d'un seul coup, mais petit à petit, comme quelqu'un qui teste jusqu'où il peut aller. Les gens ont commencé à demander plus qu'avant. Au travail, on m'interrompait davantage. Dans la famille, on envahissait ma vie privée. Même mes amis donnaient leur avis sur ma vie. Et le détail le plus important, non pas parce qu'ils avaient changé, mais parce que je n'avais jamais fermé la porte. Il y a eu un moment qui a rendu cela évident. Un ami a commencé à faire des remarques ironiques sur mes décisions, toujours sur le ton de la plaisanterie, toujours à cette limite où cela ne semblait pas assez grave pour être confronté. Au début, j'ignorais. Ensuite, j'en riais aussi. Parfois, j'essayais même d'expliquer mon point de vue, comme si le problème était un manque de compréhension et non un excès de liberté. Et plus je tolérais, plus cela se répétait. Parce qu'un comportement qui ne rencontre pas de limite s'installe. Jusqu'au moment où, dans une de ces situations, la remarque est tombée sur le même ton que d'habitude, mais cette fois, je n'ai pas ri, je n'ai pas expliqué, je n'ai pas adouci. J'ai seulement regardé et dit « Je n'aime pas ce genre de remarques ». Sans agressivité, sans discours, sans justification, et à ma grande surprise, l'effet a été immédiat. Mon ami s'est montré visiblement mal à l'aise. Il a essayé de se corriger, il a dit que c'était pour rire, mais quelque chose avait déjà été repositionné. Parce que, à ce moment-là, je n'étais pas en train de discuter, j'étais en train de définir une limite. Et il existe une différence immense entre ces deux choses. Discuter, c'est essayer de changer l'autre, poser une limite, c'est te repositionner toi. Poser des limites, c'est exactement cela. Ce n'est pas exploser, ce n'est pas accumuler jusqu'à déborder. C'est percevoir au bon moment et agir avec clarté. La plupart des gens ne souffrent pas par manque de force, ils souffrent par excès de permission. Ils tolèrent des remarques qui dérangent, ils tolèrent des situations qui usent, ils tolèrent des comportements dont au fond ils savent déjà qu'ils ne devraient pas les accepter. Et chaque fois que tu fais cela, quelque chose de silencieux se produit. Tu apprends à l'autre comment te traiter, non pas par ce que tu dis, mais par ce que tu laisses passer. Les limites ne servent pas à éloigner les gens, elles servent à filtrer les comportements. Celui qui respecte s'ajuste, celui qui ne respecte pas se révèle, et cela simplifie énormément la vie, parce que tu arrêtes d'essayer de convaincre tout le monde, et tu commences à observer qui comprend réellement le message.
Il existe une idée fausse selon laquelle poser des limites va éloigner les gens. Mais la vérité est tout autre. Les limites n'éloignent pas les bonnes personnes, elles éloignent les abus. Celui qui a besoin que tu n'aies pas de limites pour rester n'a jamais été là pour la bonne raison. Et quand tu comprends cela, quelque chose change en toi. Tu arrêtes de négocier l'essentiel, tu arrêtes de t'adapter pour entrer quelque part, tu arrêtes de céder pour obtenir du respect et tu commences à vivre avec plus de légèreté. Alors garde ceci, la limite n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu tiens quand quelqu'un te teste. Parce qu'au bout du compte, le monde ne respecte pas ce que tu ressens, il respecte ce que tu ne permets pas. Maintenant, je t'invite à mettre cela en pratique. Dans les prochaines heures, n'attends pas la situation parfaite, ne répète pas trop, n'essaie pas de bien faire. Observe simplement le premier moment où quelque chose te dérange et ne le laisse pas passer. Cela peut être une remarque, une interruption, une petite intrusion. N'adoucis pas, ne ris pas, ne contourne pas. Définis simplement, directement, sans charge émotionnelle. Ça, je ne l'accepte pas. Parce que c'est dans ces petits moments que le respect commence à se construire ou à se perdre. Et écris ici dans les commentaires, comme un engagement envers toi-même. Je me respecte, et cela n'est pas négociable. Et si tu veux apprendre à te positionner avec clarté, sans perdre ta paix, continue de regarder. Parce que t'imposer, ce n'est pas changer les autres, c'est ne plus jamais te réduire pour entrer là où tu n'as pas ta place. Attitude 7. Le tri du temps. Poser des limites, c'est comme fermer la porte. Mais c'est le temps qui montre qui apprend à frapper et qui s'en va tout simplement. Parce que ce n'est pas dans la décision que les gens se révèlent, c'est dans leur insistance après elle. Dans les relations, le temps fait exactement la même chose. Je l'ai compris dans une amitié qui, à première vue, semblait normale. Conversation fréquente, présence constante, ce genre de proximité qui, vue de l'extérieur, ressemble à de la connexion, mais qui, dans les détails, portait de petits manques de respect. C'étaient des remarques déguisées en plaisanterie, des interruptions constantes quand je parlais. Cette sensation subtile que, quand je me positionnais, une ironie arrivait toujours juste après. Rien d'assez explicite pour une confrontation directe, mais assez répété pour déranger. Pendant longtemps, j'ai essayé d'ajuster cela par la conversation. J'ignorais, je laissais couler, je faisais comme si cela ne me touchait pas. J'essayais même de réagir parfois, mais la plupart du temps, je relativisais simplement. Mais ce qui a tout changé, ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai arrêté de faire. J'ai arrêté d'amortir l'impact. J'ai arrêté d'adoucir le manque de respect. Et surtout, j'ai arrêté de soutenir ce qui était déjà en train d'échouer tout seul. J'ai continué à être poli, présent quand cela avait du sens, mais sans insistance, sans effort, sans essayer de sauver ce qui ne tenait déjà plus. Et alors le temps a commencé à agir, sans discussion, sans rupture annoncée, sans drame. La dynamique a changé, certaines attitudes ont diminué, mais en même temps, la proximité aussi. La conversation est devenue plus distante, les rencontres moins fréquentes. Et peu à peu, cette relation a simplement cessé d'occuper de l'espace, sans dispute, sans usure finale, sans scène. C'est là que j'ai compris quelque chose qui change complètement la manière dont tu gères les gens. Toute prise de distance n'est pas une perte, parfois c'est juste la vérité qui devient visible. Parce que quand tu tiens ta posture dans le temps, sans te rabaisser, sans t'ajuster pour entrer, quelque chose d'inévitable se produit. Soit la personne monte jusqu'à ton niveau, soit elle perd l'accès à toi. Et aucun des deux scénarios n'est négatif, parce que le temps ne sert pas seulement à guérir les relations, il sépare ce qui est compatible de ce qui n'était que convenance. Celui qui te respecte reste et s'améliore. Celui qui ne respecte pas se gêne ou s'éloigne, et cela arrive sans que tu aies besoin de couper qui que ce soit, parce que la plupart des gens ne tiennent pas longtemps dans un espace où ils ne peuvent pas dépasser les limites. Et comme l'enseignait Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais la manière dont nous nous y engageons. Quand tu changes ta façon de t'engager, le reste se réorganise tout seul. C'est pour cela qu'utiliser le temps comme filtre est si puissant. Tu n'as pas besoin de tester qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de tout confronter. Tu n'as pas besoin de réagir à chaque détail. Tu as seulement besoin de rester ferme assez longtemps pour que ce qui est faible tombe tout seul. Parce que celui qui ne sait pas faire face à cela ne reste pas. Et celui qui reste commence à te respecter autrement.
Alors garde cette phrase. Le temps ne guérit pas tout, il expose tout. Et ensuite, il sélectionne. Et quand tu comprends cela, tu arrêtes de courir après l'ajustement, l'explication et la validation. Tu commences à observer davantage, à te préserver davantage, à permettre au temps lui-même d'organiser ce que tu n'as pas besoin de forcer. Parce qu'au fond, il ne s'agit pas de garder tout le monde près de toi. Il s'agit d'arrêter de retenir ceux qui auraient déjà dû partir. Tu as commencé par apprendre à ne pas réagir sous l'impulsion. Ensuite, tu as compris que toute provocation ne mérite pas une réponse. Tu as compris que le silence coupe le jeu avant qu'il ne grandisse. Tu as appris à choisir où mettre ton attention et tu as arrêté de laisser de l'espace à ce qui ne respecte pas tes limites. Quand tu tiens cela, quelque chose d'inévitable se produit. Le monde commence à moins te tester et à te respecter davantage. Tu n'as pas besoin de sélectionner les gens. Il suffit d'arrêter de t'adapter, et le temps fait le reste. Laissez un like, abonnez-vous, commentez et partagez. Merci d'avoir regardé.